La communication. On en parle beaucoup, c'est même un terme qui envahit nos vies quotidiennes. Communiquer, parler, interagir, ce sont des mots qu'on utilise volontiers comme des synonymes. Mais c'est quoi en réalité communiquer ? On a toutes et tous pas mal de représentations sur ce qu'est la communication, mais vous allez voir que certaines de vos représentations sont des manipulations qu'on vous vend depuis des décennies. Communiquer, c'est bien joli. Mais si la communication est un art, elle peut aussi devenir une arme. Et une arme sert toujours à blesser ou à tuer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents, et aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que dans quelques jours, mon premier livre de victimologie va sortir. Ce livre s'appelle « Communiquer pour manipuler, comprendre les communications manipulatoires et y échapper ». Et c'est le premier tome d'une collection de livres qui porte sur les manipulations psychologiques et émotionnelles. Et si ce premier tome porte sur la communication, c'est pour une raison bien particulière. Et cette raison, c'est que toute manipulation, quelle que soit sa forme et quelles que soient ses raisons, c'est toujours en premier lieu une manipulation de la communication. Pour parvenir à vous faire dire ou faire quelque chose, il faut d'abord casser vos capacités et votre volonté à communiquer sainement. Il faut vous forcer à entrer dans des schémas de communication qui sont biaisés ou toxiques. Et si depuis quelques décennies on parle beaucoup de communication, il y a aussi beaucoup d'idées totalement fausses qu'on vous vend à son sujet. Et ces idées, non seulement elles ne vous aident pas, mais pire, elles tuent vos capacités de résistance face aux manipulations. Et vous allez le voir, certaines des croyances que vous avez sur la communication sont elles-mêmes des manipulations. On va donc voir dans un premier temps ce qu'est la communication et on va ensuite casser 3 mythes à son sujet qui ne sont rien d'autre que des bobards. Alors, la communication, c'est quoi ? Selon le dictionnaire en ligne larousse.fr, la communication a plusieurs définitions. Mais on peut en retenir 2. La communication, c'est donc, ouvrez les guillemets, une action, le fait de communiquer, de transmettre quelque chose, fermez les guillemets, ou encore, ouvrez les guillemets, action de mettre en relation, en liaison, en contact, des choses ou des personnes, fermez les guillemets. Bon d'accord, mais c'est un peu vague quand même. Donc, pour le dire autrement, la communication, c'est ce qui permet aux êtres humains de partager, d'échanger, d'interagir pour mettre en commun une ou plusieurs informations ou émotions. La notion de communication, elle est donc indissociable d'une autre notion, celle de relation. Le psychologue Paul Václavic disait « On ne peut pas ne pas communiquer ». Et c'est vrai. Que ce soit par le langage, les indices paraverbaux ou corporels, nous communiquons de façon consciente et volontaire, mais aussi de façon inconsciente et automatique. Bref, la communication, c'est ce qui relie les êtres humains entre eux et constitue la base relationnelle sur laquelle toute société humaine est construite. En situation de communication, c'est tout l'être psychomoteur qui communique ses états émotionnels, cognitifs, physiologiques, et ce, à travers 3 canaux de communication. Le canal verbal, paraverbal et non-verbal. En situation réelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 canaux sont actifs en même temps lors d'une situation de communication.
Mais si la communication permet de partager des infos et de créer et maintenir des relations, elle implique aussi la mise en place de tout un tas de stratégies de communication en vue de maîtriser l'image de soi ou de contrôler les messages qu'on émet. Et la communication, c'est aussi des contextes auxquels on ne prête pas souvent attention au profit d'une focalisation sur l'idée d'une personnalité des interlocuteurs. Mais en fait, le plus important, c'est peut-être de comprendre que les communications ne sont que ce qu'on en fait. Toute communication peut être ou devenir biaisée ou toxique. Donc ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le terme communication n'est pas intrinsèquement positif. Il y a des communications qui blessent et qui finissent même par tuer. Et pour ne pas en arriver là, il faut déjà mettre à jour les bobards qu'on vous vend. Alors le premier mythe sur la communication, c'est celui qui consiste à dire que la communication est à 93% non verbale. Alors je commence par ce mythe car c'est probablement le plus répandu et le plus faux. Ce mythe, je l'ai détricoté complètement dans mon livre « Communiquer pour manipuler » tellement ses implications sont graves. La légende raconte qu'une étude, dont on donne rarement la source, portant sur les canaux de communication, aurait conclu qu'en situation de communication, 7% des réponses proviendraient du canal verbal, c'est-à-dire des mots que nous prononçons, alors que 93% des réponses seraient issues du canal non verbal, c'est-à-dire de l'ensemble des gestes et des postures du corps. Alors dit comme ça, la conclusion semble claire. La communication passe en grande majorité par le non-verbal, c'est-à-dire le langage corporel, et finalement le langage articulé, qui est quand même une des caractéristiques fondamentales de l'être humain, compterait donc pour si peu dans nos échanges quotidiens. Et le pire, c'est que la plupart des livres de psychologie, tout comme les médias, ont repris ces conclusions depuis des décennies. Le seul problème, c'est que l'idée des 93% de communication non verbale, elle est totalement fausse. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle constitue même un parfait exemple de détournement d'informations pour lui faire dire l'exact opposé de ce qu'elle dit vraiment. En 1981, Albert Mehrabian mène une recherche portant sur les canaux de communication utilisés dans l'expression des sentiments et des attitudes de type aimer, ne pas aimer. Donc en gros, lui et son équipe mènent une étude sur notre expression d'un goût ou d'un dégoût. Donc il s'agit d'une étude sur un aspect précis de la communication et non pas sur la communication en général. Et que conclut cette étude ? Elle conclut que 7% des réponses obtenues sont verbales, c'est-à-dire ça c'est les mots qu'on prononce, 38% des réponses obtenues sont vocales, donc là c'est en fait tout ce qui a à voir avec la voix, les intonations, etc. Et 55% des réponses obtenues sont faciales, donc ça c'est le visage, c'est les mimiques, le regard, etc. Alors la première constatation issue de ces résultats, c'est que cette étude, elle n'a jamais porté sur la communication non verbale au sens large. Les seuls indices non verbaux étudiés se sont centrés sur le visage. Dans cette étude, il n'a donc jamais été question d'étudier la communication non verbale globale, c'est-à-dire l'ensemble des comportements issus du corps dans sa globalité. Mais alors, d'où viennent ces fameux 93% d'indices non verbaux qu'on continue à répéter comme s'il s'agissait d'une vérité? Eh bien, ça vient d'une gigantesque manipulation des chiffres qui a pris l'apparence d'une équation inventée de toutes pièces. Il a suffi d'additionner les 38% de réponses vocales aux 55% de réponses faciales. Ici, on a tout bonnement associé des chiffres issus de deux réalités différentes. Des réponses vocales, qui par définition sont de l'ordre du paraverbal, et des réponses faciales, qui sont de l'ordre du non-verbal.
Si cette étude montre qu'en situation d'exprimer un goût ou un dégoût, la majorité des personnes ont exprimé en majorité des indices non-verbaux faciaux, elle ne dit rien sur la communication de façon générale. Ce que l'on fait dire à cette étude à l'inverse en dit long sur la façon dont on peut manipuler la communication en vue de transmettre de fausses informations. Tronquer, détourner, inventer, extrapoler, autant de termes qui font aussi partie de la communication et qui permettent de transformer aisément des propos ou des conclusions de recherche. Albert Mehrabian, qui doit peut-être être saoulé qu'on lui fasse dire ce qu'il n'a jamais dit, a ajouté une note sur la page internet qui résume son étude et il conclut, ouvrez les guillemets, à moins qu'un communicateur ne parle de ses sentiments ou de ses attitudes, ces équations ne sont pas applicables. Fermez les guillemets. Je vous mets le lien de son site internet en description. Alors, une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide mais que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Alors, le deuxième mythe sur la communication le plus répandu, c'est l'idée que le visage est l'élément le plus important pour détecter un mensonge. Alors, après avoir pris connaissance des résultats de l'étude de Mehrabian, on pourrait penser que les indices non-verbaux issus du visage sont les meilleurs indicateurs lors d'une situation de communication. Pourtant, 2 chercheurs en psychologie, Ekman et Friesen, ont mis en évidence dès 1974 que, ouvrez les guillemets, les indices qui nous aident le plus ne proviennent pas de ce canal. Dans son livre Psychologie du menteur, la chercheuse en psychologie Claudine Bilan parle du visage comme du, ouvrez les guillemets, meilleur menteur non verbal. Donc le consensus scientifique actuel, il s'accorde sur le fait qu'en situation de communication, les canaux privilégiés sont ceux liés à la voix et à la parole. Puis arrivent ceux liés au corps et seulement après, ceux liés au visage. L'idée d'attribuer au visage autant d'importance, elle est logique, mais contre-intuitive. Les êtres humains, quand ils se rencontrent, ont une tendance naturelle à regarder d'abord le visage de l'autre pour se reconnaître et s'identifier. Le visage, c'est aussi la partie du corps sur laquelle la majorité de l'attention et de la concentration se pose lors d'une interaction en vis-à-vis. Si le visage est une zone très expressive, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à surestimer les indices non-verbaux qui en sont issus. Et le plus gros problème encore, c'est qu'on en vient à négliger les canaux verbaux et paraverbaux, c'est-à-dire les paroles et la voix qui sont porteurs de beaucoup d'informations. Et le troisième mythe sur la communication, c'est l'idée que pour bien communiquer, il faut identifier les micro-expressions du visage. On va déjà expliquer ce qu'est une micro-expression. Les micro-expressions, ce sont de fines réactions physiologiques qui parcourent le visage lors d'une interaction. Elles sont liées aux états émotionnels et ont cette caractéristique d'être très courtes, de l'ordre de la demi-seconde. Alors les micro-expressions, elles sont très populaires dans le cadre de la détection du mensonge. L'idée ici, c'est que on pourrait démasquer un menteur grâce à la détection de ces fameux micro-signaux. Pourtant, la réalité, elle est contenue dans le terme lui-même, micro. Une micro-expression, elle est si rapide que sa détection est en général possible dans 2 situations. En situation de recherche en laboratoire, où des électrodes sont posées sur le visage et enregistrent les fins mouvements musculaires faciaux, ou chez des sujets hyper entraînés qui passent des heures et des heures à visionner des enregistrements de visages humains.
Alors, autant dire que si les micro-expressions ne sont pas en elles-mêmes un mythe, croire que l'on peut, en situation réelle, lors d'une interaction en direct, détecter ces micro-expressions, ça relève du mythe. Dans la vie de tous les jours, nos interactions sont souvent rapides. Elles mobilisent l'ensemble du corps, tous les canaux de communication verbal, paraverbal et non verbal s'activent en même temps. Nos niveaux d'attention, ils fluctuent selon la fatigue, le moment de la journée, le contexte, la charge cognitive, etc. Donc la réalité, c'est qu'en situation de communication réelle, les micro-expressions passent souvent totalement inaperçues et ne constituent pas une aide à la communication, et encore moins à la détection du mensonge. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est pour vous montrer comment le sujet de la communication est noyauté par tout un tas de fausses informations qui vous trompent et vous rendent vulnérables aux manipulations. La communication, c'est un art complexe. Tellement complexe qu'il est plus facile pour certains d'inventer de toutes pièces des bobards à son sujet. Si nous ne pouvons pas ne pas communiquer, à force d'entendre des contre-vérités sur ce qu'est la communication, nous perdons des chances d'en sortir quand elle devient toxique. Les mythes sur la communication sont des armes qui vous blessent et qui tuent vos capacités à résister à une manipulation. Si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.